Tout s'est joué en à peine 6 minutes, un laps de temps dérisoire et pourtant suffisant pour faire vaciller l'équilibre diplomatique mondial. À Washington, Benjamin Netanyahou venait tout juste d'achever son numéro aux côtés de Donald Trump. Sourire maîtrisé, promesses de paix soigneusement emballées, discours habillés de grandes références à la civilisation. Mais loin des projecteurs américains, à Paris, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène avec une intensité glaciale. Lui, il avait compris. Sébastien Lecornu avait capté ce qui avait échappé à tous les autres, un terme précis, glissé presque innocemment dans le discours, un détail en apparence, mais qui trahissait tout. Ce moment n'était pas un hasard. 3 jours auparavant, sous un ciel parisien lourd et terne, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau. Estampillée « Confidentielle défense », elle provenait directement des services de renseignement militaires français. Et ce qu'elle contenait changeait tout. À peine le seau brisé, il se redressa d'un coup, comme frappé par une évidence brutale. Le document ne laissait aucun doute. Quelque chose se tramait déjà à Washington. Tout s'est joué en à peine 6 minutes, un laps de temps dérisoire et pourtant suffisant pour faire vaciller l'équilibre diplomatique mondial. À Washington, Benjamin Netanyahou venait tout juste d'achever son numéro aux côtés de Donald Trump. Sourire maîtrisé, promesses de paix soigneusement emballées, discours habillés de grandes références à la civilisation. Mais loin des projecteurs américains, à Paris, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène avec une intensité glaciale. Lui, il avait compris. Sébastien Lecornu avait capté ce qui avait échappé à tous les autres, un terme précis, glissé presque innocemment dans le discours, un détail en apparence, mais qui trahissait tout. Ce moment n'était pas un hasard. 3 jours auparavant, sous un ciel parisien lourd et terne, une enveloppe scellée avait été déposée sur son bureau. Estampillée « Confidentielle défense », elle provenait directement des services de renseignement militaires français. Et ce qu'elle contenait changeait tout. À peine le seau brisé, il se redressa d'un coup, comme frappé par une évidence brutale. Le document ne laissait aucun doute. Quelque chose se tramait déjà à Washington. D'après des informateurs liés au Mossad et à certains cercles de l'administration américaine, Benjamin Netanyahou s'apprêtait à valider en apparence le plan de paix proposé par Donald Trump, tout en conservant des échappatoires soigneusement dissimulés, lui permettant de relancer les hostilités quand bon lui semblerait. Le mécanisme était d'une efficacité redoutable. Trump récolterait les applaudissements et l'image d'un artisan de paix, Netanyahou garantirait un appui américain durable pour poursuivre la guerre et le reste du monde applaudirait en croyant à une démarche sincère. Sébastien Lecornu, lui, n'était pas dupe. Il connaissait trop bien Netanyahou. Années de négociations, rencontres officielles, dîners diplomatiques entre Tel Aviv et Paris, pour ignorer son habileté à promettre tout et son contraire. Mais cette fois, l'enjeu dépassait largement la politique intérieure israélienne. C'était le président américain lui-même qui risquait d'être instrumentalisé. Et si Trump se laissait entraîner, les répercussions pourraient atteindre toute l'Alliance atlantique. Sans perdre une seconde, Lecornu contacta Jean-Noël Barrot. Ensemble, ils passèrent des heures à décortiquer chaque ligne du plan américain divulgué. À première vue, tout semblait presque idéal. Cessation immédiate des combats, libération des otages, aide humanitaire massive, désarmement du Hamas, mise en place d'une administration transitoire à Gaza. Sur le papier, c'était irréprochable. Presque trop. Mais à mesure qu'il avançait, Lecornu repérait des zones d'ombre partout. Israël devait se retirer vers une ligne convenue. Laquelle exactement? Qui en fixerait les contours? Silence total. Le Hamas devait abandonner ses armes. Mais sous quelle supervision? Selon quel mécanisme? Aucune réponse. Tout était formulé de manière suffisamment floue pour permettre une adhésion de façade, tout en laissant la porte grande ouverte à un refus implicite. Exactement le type de texte qui autorise à dire oui devant les caméras et non dans les faits. Dès le lendemain, Sébastien Lecornu réunit en urgence un conseil de défense placé sous le sceau du secret absolu. Autour de la table, Emmanuel Macron, les plus hauts responsables militaires et le patron de la DGSE. Une fois son analyse exposée, un silence s'installa,
rapidement brisé par Macron, qui posa la seule question qui comptait vraiment, quelle est la marche à suivre? Le Cornu, lui, n'improvisait pas. Il avait déjà structuré sa stratégie en 3 étapes. D'abord, alerter Washington en toute discrétion pour faire remonter les inquiétudes françaises. Ensuite, définir une ligne officielle nette et assumée. Enfin, si Netanyahou poursuivait sa manœuvre, être prêt à le confronter publiquement. L'atmosphère se figea, car révéler cela au grand jour, c'était risquer une tempête diplomatique. Tension avec Israël, friction avec les États-Unis, et peut-être même l'isolement de la France. Pourtant, après un instant de réflexion, Macron acquiesça lentement. « Vas-y, mais avance avec prudence. Netanyahou n'est pas un adversaire ordinaire, prévint-il. » Quelques heures plus tard, un échange discret fut organisé avec le conseiller à la sécurité nationale américaine. Le Cornu exposa calmement, mais sans détour, les réserves françaises. En retour, il n'obtint qu'une réponse prudente, presque fuyante. La confiance envers Netanyahou était totale, et le lien personnel avec Donald Trump jugé solide. Pour le Cornu, le message était limpide. Washington ne voulait pas voir. Trump cherchait un succès visible, et Netanyahou était prêt à le lui offrir. Si les avertissements restaient ignorés en coulisses, alors il faudrait peut-être les porter sur la scène publique. Il donna donc une instruction claire à son équipe. Préparer une intervention pour le jour même de l'annonce officielle, un discours conçu pour soulever les interrogations que tout le monde évitait soigneusement. Le 29 septembre 2025, en début de soirée, Benjamin Netanyahou franchit les portes de la Maison-Blanche sous l'œil insistant des caméras du monde entier. À ses côtés, Donald Trump l'accueillit avec cette familiarité théâtrale qui lui est propre. « Bibi, aujourd'hui, on écrit l'histoire. » À 20h30 précise, la mise en scène était lancée. À Paris, depuis Matignon, Sébastien Lecornu observait chaque détail. Devant lui, une mosaïque d'écrans diffusait en continu CNN, BBC, Al Jazeera. Mêmes images, même narration, même enthousiasme. Pendant près de 30 minutes, Trump déroula son récit grandiose, parlant d'un moment historique pour la civilisation, détaillant un plan en 20 points. Arrêt des combats, libération des captifs, assistance humanitaire massive, neutralisation du Hamas. Tout semblait irréprochable, presque suspect dans sa perfection. Le Cornu, lui, ne se laissait pas séduire. Il notait, disséquait, traquait chaque imprécision, chaque promesse sans mécanisme concret. Puis vint l'instant clé. Netanyahou prit la parole, s'approcha du micro et déclara qu'il soutenait ce plan censé mettre fin au conflit, promettant le retour des otages et l'élimination de la menace du Hamas. Immédiatement, la salle applaudit. Trump rayonna, les médias s'enflammèrent. Un tournant historique, un accord de paix en vue. Mais le Cornu, lui, resta impassible. Il avait perçu quelque chose. Lorsque Trump ajouta que si le Hamas refusait, Israël bénéficierait d'un soutien total, et que Netanyahou répondit que cela se ferait d'une manière ou d'une autre, le Cornu arrêta la diffusion. Il fit rejouer la séquence. « Vous entendez ?» lança-t-il à son équipe. « Il ne parle jamais d'aboutir à la paix, seulement d'un éventuel refus du Hamas. Il anticipe déjà cet échec. » Pierre Lévy confirma d'un signe de tête. Tout correspondait aux informations du rapport. Le scénario était clair. Provoquer un rejet pour justifier la reprise de la guerre avec l'appui américain déjà acquis. Sans perdre de temps, le Cornu descendit vers la salle de presse où une vingtaine de journalistes attendaient, convaincus d'assister à une simple réaction protocolaire. Ils étaient loin d'imaginer la suite. Derrière le pupitre, d'une voix posée mais ferme, il prit la parole. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plan présenté aujourd'hui pour Gaza mérite attention. La France reconnaît l'effort américain, mais elle s'interroge sérieusement sur la sincérité de certains acteurs. » Un frisson parcourut la salle. La ligne diplomatique venait d'être franchie. Ce document comporte des éléments encourageants, mais aussi des zones d'ombre préoccupantes. Certaines ambiguïtés pourraient permettre à des acteurs peu sincères de prétendre rechercher la paix tout en conservant la possibilité de poursuivre le conflit. Il marqua une pause, puis entra dans le détail feuille à la main.
Il est écrit qu'Israël se retirera vers une ligne définie. Laquelle? Par qui? Rien n'est précisé. Désarmer le Hamas, très bien. Mais sous le contrôle de qui et selon quelle modalité? Silence total dans le texte. Un conseil de paix piloté par Donald Trump, mais avec quelle légitimité? Quel levier réel? Là encore, aucune précision. Puis Sébastien Lecornu leva les yeux vers les caméras et en quelques secondes, il fit basculer l'atmosphère. La France souhaite comprendre quelque chose de très simple, déclara-t-il. Pourquoi parler de soutien au lieu d'un engagement clair? Pourquoi évoquer l'hypothèse d'un refus du Hamas plutôt que d'affirmer une trajectoire vers la paix? Il marqua un temps, laissant ses mots peser. Ce genre de formulation n'est jamais anodin. Il traduit une intention. Dans la salle, plus un bruit. En moins de 3 semaines au pouvoir, un chef du gouvernement français venait de remettre en cause, face au monde entier, la crédibilité de Benjamin Netanyahou. Mais Lecornu ne s'arrêta pas là. La France ne s'intéresse pas aux mises en scène diplomatiques, poursuivit-il. Ce que nous défendons, c'est une paix réelle. Et une paix réelle repose sur 3 piliers. Des engagements précis, des mécanismes de contrôle fiables et une volonté authentique de toutes les parties impliquées. Il enchaîna sans détour. Le projet présenté aujourd'hui répond partiellement au premier point. Le second est absent. Quant au troisième, il suscite de sérieuses interrogations. Un journaliste de Reuters intervint alors. « Êtes-vous en train de mettre en doute la bonne foi d'Israël? » Lecornu restant impassible. « Je n'accuse personne. Je pose des questions que chacun devrait se poser. Pourquoi accepter un texte aussi flou? Pourquoi un dirigeant réellement engagé pour la paix conserverait-il autant d'échappatoires? » Puis il lança un défi direct. Netanyahou peut lever ses doutes très simplement. Qu'il accepte des contrôles internationaux indépendants. Qu'il permette à l'ONU de superviser l'application. Qu'il valide un calendrier précis avec des conséquences claires en cas de non-respect. S'il le fait, je présenterai mes excuses publiquement. Mais s'il refuse... Il s'interrompit volontairement, laissant le non-dit faire son effet. Un journaliste relança aussitôt. « Vous ne craignez pas de mettre la France à l'écart? Washington et Tel Aviv pourraient interpréter cela comme une rupture. » Sébastien Lecornu esquissa un sourire mélancolique, presque las. Ce qui marginalise réellement une nation, ce n'est pas de dire ce qui dérange, c'est de se taire quand cela devient nécessaire. Nous avons déjà trop souvent choisi le silence, au Rwanda, en Bosnie. Il marqua une pause avant d'ajouter, avec une gravité assumée, « Je préfère un pays isolé mais fidèle à ses principes qu'un pays applaudi pour sa complaisance. » Puis il élargit son propos comme s'il s'adressait au-delà de la salle. « À mes partenaires européens, j'aimerais rappeler une chose. Ce scénario, nous le connaissons tous. Des signatures, des sourires, des annonces spectaculaires, puis, quelques semaines plus tard, la violence reprend et chacun feint la surprise. « Combien de fois allons-nous rejouer cette pièce? » Son ton se durcit légèrement. « Oui, mes questions dérangent. Oui, je remets en cause ce que beaucoup acceptent trop vite. Mais la paix véritable exige mieux que des réactions automatiques et des applaudissements de circonstance. » La dernière intervention vint d'un journaliste israélien. « Benjamin Netanyahou a des décennies d'expérience. Vous êtes en poste depuis 20 jours. N'est-ce pas audacieux, voire arrogant de contester son jugement? » Lecornu resta parfaitement maître de lui. L'expérience a de la valeur, bien sûr, mais elle ne garantit pas la lucidité. On peut cumuler des années dans la guerre sans jamais apprendre à bâtir la paix. Il poursuivit sans détour. Netanyahou est un survivant politique remarquable. Mais survivre n'est pas la même chose que conduire vers une solution durable. Puis, avec une pointe d'ironie maîtrisée, « Quant à mon manque d'ancienneté, vous avez raison. Je suis nouveau. Et peut-être est-ce précisément ce qu'il faut ici. Quelqu'un qui n'a pas encore été usé par des décennies de cynisme. » Sur ces mots, il quitta la SEM par les coulisses où son équipe l'attendait déjà. Les téléphones vibraient sans relâche. Reuters, AFP, tous réclamaient une réaction. Un collaborateur s'approcha. « Le ministère israélien vient de publier un communiqué. Il juge vos propos profondément regrettables. » Lecornu acquiesça doucement. Rien de surprenant. Le téléphone vibra soudain.
Numéro masqué, indicatif américain. Aucun doute possible. Donald Trump. À peine décroché, le ton tomba, direct et agacé. « Sébastien, tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire? » La voix était tendue, presque accusatrice. Sébastien Lecornu, lui, resta parfaitement posé. « J'ai simplement exprimé la réalité telle que nous la percevons en France. N'est-ce pas au fond le rôle d'un allié? » Trump répliqua sans attendre. « Un allié, ça soutient, ça ne sabote pas. On vient d'annoncer quelque chose de majeur, et toi, 1 heure plus tard, tu sèmes le doute. » Lecornu ne céda pas. Ou peut-être que c'est justement ce que fait quelqu'un qui vous respecte. Dire ce qui dérange avant qu'il ne soit trop tard. Un silence s'installa, lourd. Puis Trump reprit plus lentement. « Tu parles de piège. Tu penses vraiment que Benjamin Netanyahou est en train de me manipuler? » Lecornu répondit sans détour. « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, oui. Je pense qu'il s'appuie sur vous pour obtenir une légitimité internationale et poursuivre la guerre. » De l'autre côté, Trump marqua une pause, puis plus grave. « D'accord. Développe. » Lecornu inspira profondément avant d'enchaîner. « Regardez le déroulé. Netanyahou arrive, dit exactement ce qu'il faut dire, valide votre initiative, les médias vous encensent, tout semble parfait. Mais écoutez bien ces mots. Il dit qu'il soutient votre plan, pas qu'il s'y engage réellement, rien de contraignant. Et ensuite, il introduit une condition. Si le Hamas refuse. Pourquoi parler d'une éventualité et pas d'un objectif de paix? Parce qu'il anticipe déjà ce refus. Lecornu poursuivit implacable. Et à ce moment-là, vous avez déjà déclaré publiquement que vous le soutiendriez totalement. Autrement dit, vous lui avez donné carte blanche. Il lui suffit désormais de provoquer ce rejet pour justifier la suite. Il dira qu'il a tenté, que le monde l'a vu et qu'il n'a d'autre choix que de continuer. Et vous serez engagé à ses côtés. Un long silence suivit. Quand Trump reprit la parole, son assurance avait laissé place au doute. « Tu es vraiment convaincu qu'il irait jusque-là? »« Ce n'est pas une intuition, c'est une certitude, » répondit Sébastien Lecornu sans hésiter. « Nos services ont intercepté des échanges internes. Benjamin Netanyahou ne croit pas une seconde que le Hamas acceptera. Et pire encore, s'ils acceptaient, ils chercheraient immédiatement à démontrer qu'ils ne respectent pas les conditions. » Au bout du fil, Donald Trump resta muet un instant, comme frappé par le doute. « Si ce que tu dis est vrai, je vais passer pour un imbécile, » lâcha-t-il finalement. Lecornu répliqua sans hausser le ton. « Pas si vous agissez maintenant. Dans ce cas, vous apparaîtrez comme un dirigeant qui refuse d'être manipulé. En revanche, si vous ignorez cet avertissement et que tout se déroule comme prévu, l'histoire sera beaucoup moins indulgente. » Un silence, puis Trump demanda pour la première fois, sans arrogance. « Qu'est-ce que tu proposes? » Le ton avait changé. Lecornu saisit l'instant. « Renforcer le plan. Exiger des mécanismes de contrôle indépendants. Impliquer l'ONU. Et surtout, préciser que votre soutien dépendra du respect réel des engagements. Faites cela, et vous deviendrez l'homme qui aura imposé une paix concrète. Sinon, vous serez celui qui s'est laissé instrumentaliser. » Trump expira longuement. « Tu avances sur un terrain glissant, Sébastien. Netanyahou est influent, très influent. » Lecornu répondit imperturbable. « Peut-être, mais moi, j'ai un avantage. Je dis la vérité, et elle finit toujours par s'imposer. » Trump répliqua, mi-avertissement, mi-prévision. « Si tu te trompes, tu passeras pour un amateur prétentieux. » Lecornu rétorqua calmement. « Et si j'ai raison? » Trump hésita, puis concéda. « Alors tu seras célébré, mais tu te seras fait un ennemi qui n'oublie jamais. » « Je peux vivre avec ça, » répondit Lecornu. « Ce que je ne peux pas accepter, c'est de me taire pendant que des vies continuent d'être perdues. » La ligne se coupa, sans conclusion. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, 2h30, les premières informations tombèrent. CNN évoquait une réunion de crise convoquée par Trump. Puis, à 4h15, un signal inattendu.
La Maison-Blanche publia un communiqué précisant que le soutien américain dépendrait du respect effectif et vérifiable de l'accord par toutes les parties, y compris Israël. Ce n'était pas exactement la ligne française, mais c'était suffisant pour marquer un infléchissement. Un signe que l'avertissement avait été entendu. À Tel Aviv, à l'aube, Benjamin Netanyahou lisait ce message après une nuit blanche. Il comprenait parfaitement ce qui venait de se produire. Un premier ministre français, jeune et récemment nommé, venait d'accomplir ce que personne n'avait osé, le défier publiquement et introduire le doute dans l'esprit de Trump. À 10 heures, à Jérusalem, Netanyahou prit la parole devant la presse, visage fermé. « J'apprends que le chef du gouvernement français remet en question la sincérité d'Israël dans sa quête de paix. C'est profondément regrettable. La France se dit amie, mais choisit ce moment pour semer l'incertitude. » Un journaliste français l'interrompit aussitôt. « Le Premier ministre Lecornu n'a pourtant pas contesté votre droit à la sécurité. Il n'a fait que soulever des points précis sur les zones d'ombre du plan. Êtes-vous en mesure d'y répondre ?» lança le journaliste. Le regard de Benjamin Netanyahou se durcit instantanément. « Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un dirigeant en place depuis à peine 20 jours, » répondit-il sèchement. « Savez-vous combien de crises j'ai traversées en 3 décennies? » Puis, avec une pointe d'agacement, « On me parle de contrôles internationaux. Nous avons déjà testé cela. L'ONU était présente à nos frontières pendant que le Hezbollah se renforçait et que le Hamas creusait des tunnels. Ils n'ont rien empêché. » Un autre journaliste tenta une approche différente. « Seriez-vous prêt à accepter une supervision internationale réellement indépendante? » Netanyahou secoua la tête, catégorique cette fois. « La sécurité d'Israël ne dépend que d'Israël. Nous ne déléguerons jamais notre survie à des institutions qui nous sont souvent hostiles. » La réponse tombait exactement comme Sébastien Lecornu l'avait anticipé. Et peu à peu, les observateurs commençaient à faire le lien. Sur les réseaux, les analystes soulignaient déjà l'incohérence. Afficher une volonté de paix tout en rejetant les garanties qui pourraient la rendre crédible. À des milliers de kilomètres de là, à Paris, Lecornu suivait la scène en direct. L'un de ses collaborateurs souffla. Il s'enferme lui-même dans sa logique. Plus il rejette les contrôles, plus il valide votre analyse. Lecornu acquiesça, nuançant cependant. Oui, mais il le fait habilement. Il n'oppose jamais un refus frontal. Il invoque l'échec des expériences passées. Cela le rend raisonnable aux yeux du public. Les 2 jours qui suivirent furent décisifs. À Doha, des médiateurs venus du Qatar et d'Égypte rencontrèrent le Hamas pour examiner la proposition. La tension était palpable à l'échelle mondiale. Mais Lecornu, lui, n'attendait pas le verdict. Il le connaissait déjà. Le 1er octobre, à 16 heures, la confirmation tomba. Le Hamas rejetait le plan. Les motifs évoqués étaient clairs. Absence de garantie sur la fin de l'occupation, ambiguïté sur la reconnaissance d'un État palestinien et surtout aucun dispositif pour empêcher une reprise des opérations israéliennes. Exactement le scénario qu'il avait décrit. À 18 heures, depuis Matignon, Sébastien Lecornu s'exprima brièvement. Pas de triomphe, pas d'indignation, seulement une lassitude grave, presque douloureuse. Le Hamas a refusé le plan. J'aurais préféré me tromper, vraiment. J'aurais aimé avoir été excessivement pessimiste, mais les faits viennent confirmer ce que je redoutais. Il marqua une pause avant de reprendre. Il y a 2 jours, j'ai posé des questions précises. Elles sont restées sans réponse, et aujourd'hui, le rejet repose exactement sur ces mêmes zones d'ombre. Puis il ajouta, sans chercher à simplifier, « Certains diront que le Hamas n'a jamais voulu la paix. C'est possible. Mais si nous voulions réellement les mettre face à leurs responsabilités, il fallait leur opposer un texte irréprochable, clair, équitable, incontestable. Un plan qu'on ne peut rejeter sans se dévoiler comme l'obstacle. » Son regard se fit plus sombre. Maintenant, la suite est prévisible. Benjamin Netanyahou affirmera qu'il a tenté, que le refus vient d'en face et qu'il n'a d'autre option que de poursuivre les opérations. Et Donald Trump, lié par ses propres déclarations, se sentira contraint de suivre. Il conclut avec calme. « C'est exactement ce que j'avais annoncé. Mais la France ne changera pas de cap. Nous continuerons à défendre une paix réelle, à proposer des garanties solides et à dire ce qui doit être dit.
même lorsque cela dérange. C'est cela, exercer le pouvoir avec responsabilité. Dans les semaines qui suivirent, les faits lui donnèrent raison. Netanyahou déclara que le rejet du Hamas justifiait la poursuite des opérations militaires. Mais cette fois, le contexte international avait évolué. L'Union européenne, influencée par la position française, adopta une résolution réclamant des garanties contraignantes. Plusieurs États commencèrent à évoquer la reconnaissance d'un État palestinien. Même à Washington, des voix au Congrès s'interrogèrent sur le soutien automatique à Israël. Trump, sans se désengager, modéra son discours. Fini les promesses inconditionnelles. Pour le cornu, le bilan était contrasté. Sur la scène internationale, son influence grandissait rapidement. Invitations, consultations, reconnaissance médiatique, jusqu'à être salué par le New York Times comme une voix lucide en Europe. Mais en France, la situation restait fragile. Pression politique, critiques internes, mouvements sociaux, le prix de la vérité n'était pas sans conséquences. Lors d'un entretien, la question tomba, directe, presque accusatrice. Votre influence à l'international grimpe, mais votre gouvernement vacille. Était-ce vraiment le bon moment pour provoquer une telle confrontation? Sébastien Lecornu prit un instant, pesant ses mots. « On me formule souvent cela autrement, répondit-il. On me dit que j'aurais dû régler d'abord mes affaires internes. » Il esquissa un léger sourire, puis enchaîna. « Mais la vérité, c'est qu'il n'existe jamais de moment idéal pour dire ce qui dérange. Si j'avais attendu que tout soit stable, j'attendrais encore. » Son ton se fit plus ferme. Diriger, ce n'est pas choisir le moment le plus confortable. C'est agir quand c'est nécessaire, même si cela a un prix personnel. Oui, cela peut me coûter mon poste. Peut-être que dans quelques semaines, je ne serai plus là. Mais au moins, je partirai avec une certitude. J'aurai dit ce qui devait être dit. L'interview se propagea rapidement, cumulant des millions de vues. Et contre toute attente, la tendance s'inversa. Les sondages, jusque-là en chute, commencèrent à remonter. Même parmi ceux qui contestaient ses choix politiques, une impression s'imposait peu à peu. Celle d'un dirigeant qui ne se dérobe pas, qui assume ses positions, même sous pression. Puis, le 3 janvier 2026, 4 mois après l'épisode qui avait tout déclenché, un événement inattendu bouleversa l'équilibre géopolitique. L'Arabie saoudite annonça officiellement son soutien à la proposition française de garantie internationale, avec, en plus, un engagement financier. Un véritable choc stratégique. Le prince héritier Mohammed bin Salman se rapprochait de Paris plutôt que de Washington. Peu après, Lecornu reçut un appel. Son Altesse souhaite vous rencontrer à Riyad pour envisager une initiative commune. Quand pouvez-vous venir? Malgré un agenda chargé, il comprit immédiatement l'importance du moment. Dans 3 jours. Le 6 janvier, il arriva en Arabie saoudite. L'accueil fut exceptionnel. Le lendemain, sa rencontre avec Mohammed bin Salman, prévue initialement pour 1 heure, s'étira sur 5. Les 2 hommes trouvèrent rapidement un terrain d'entente. Une volonté commune de rompre avec l'immobilisme et d'assumer des choix audacieux. « Vous avez osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas », lui confia Médior BS. « Maintenant, il faut aller plus loin. Proposer une alternative crédible. » De cette discussion naquit l'initiative Riyad-Paris. Déploiement d'une force internationale de 10 000 hommes à Gaza, plan structuré en 5 étapes, garantie de sécurité pour Israël, 50 milliards de dollars pour la reconstruction sur 10 ans, et surtout un système de contrôle transparent avec des rapports publics réguliers. Tout ce que le plan initial n'avait pas réussi à être, précis, contraignant et vérifiable. Le 15 janvier, à Bruxelles, Sébastien Lecornu dévoila officiellement l'initiative. Les réactions politiques restèrent partagées, presque prudentes. Mais en dehors des cercles institutionnels, un phénomène inattendu prit de l'ampleur. La société civile européenne s'en empara avec une énergie impressionnante. Dans une douzaine de capitales, des rassemblements de soutien émergèrent, tandis qu'une pétition dépassait les 2,3 millions de signatures. Sur les réseaux, le mot-clé « Riyad Paris Force » se propagea à grande vitesse. Quelques jours plus tard, le 20 janvier, Lecornu surprit tout le monde en contournant les canaux traditionnels. Il enregistra une vidéo d'une dizaine de minutes, directe, sans mise en scène sophistiquée, et la publia sur YouTube.
Face caméra, il s'adressa aux citoyens. « Je veux vous parler franchement. Il y a 4 mois, j'ai affirmé que le plan de Donald Trump manquait de solidité. J'ai été critiqué. Pourtant, les faits m'ont donné raison. Aujourd'hui, avec l'Arabie saoudite, nous proposons autre chose. Pas un projet flou, mais une structure claire avec de véritables garanties. Est-ce que cela fonctionnera? Je l'ignore. Mais ne rien tenter serait pire. J'ai besoin de vous. Faites pression sur vos gouvernements, parce qu'au final, la paix dépend aussi de la volonté des peuples. » Le message fit mouche. 15 millions de vues en quelques jours. Pour la première fois depuis longtemps, un projet diplomatique suscitait un véritable élan populaire. L'échéance approchait. Le 1er février, le Conseil de sécurité de l'ONU devait se prononcer. Ce serait le moment de vérité. La veille du vote, le Cornu reçut 3 appels décisifs. Le premier venait de Donald Trump. Le ton était clair. « Tu sais que je ne peux pas défendre ton initiative publiquement. » « Cela reviendrait à reconnaître que mon propre plan n'était pas à la hauteur, » objecta Donald Trump. Sébastien Lecornu ne chercha pas à le contredire frontalement. « Vous n'êtes pas obligé de l'approuver publiquement. Contentez-vous de ne pas bloquer le processus. Laissez le vote se faire. » Un silence s'étira. « Si je fais ça, je vais me faire attaquer de toutes parts, » admit Trump. Lecornu répondit calmement. Peut-être, mais au final, ce ne sont pas les critiques qui resteront, ce sont les résultats. La vraie question est simple. Voulez-vous être celui qui aura empêché une chance de paix ou celui qui l'aura laissé exister malgré les pressions? Nouveau silence, puis Trump lâcha, presque à contre-cœur. « Tu sais quoi? Tu as du cran. Très bien, pas de veto. Les États-Unis s'abstiendront. » C'était au-delà de ce que Lecornu espérait. Peu après, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Benjamin Netanyahou. Leur premier échange direct. Le ton fut immédiatement tendu. « Vous comprenez ce que vous faites? Vous tentez d'imposer un cadre à Israël sans notre accord. » Lecornu restant imperturbable. « Je n'impose rien. Je propose une option. Vous êtes libre de la refuser. Mais si vous le faites, le monde saura clairement qui rejette une paix encadrée et vérifiable. » Netanyahou répliqua irrité. « Vous me forcez dans une impasse. »« Non, » répondit Lecornu. « Je vous place face à un choix. Une paix réelle ou un conflit sans fin. C'est inconfortable, mais nécessaire. » Puis Netanyahou changea d'approche, adoptant un ton plus calculateur. « Soyons pragmatiques. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Davantage de poids pour la France? Des contrats? Dites-moi ce que vous voulez. » Pendant une seconde, la colère monta chez Lecornu, mais il la contint. « Je ne suis pas négociable. Ce que je veux, c'est mettre fin à cette guerre. Si vous pensez que c'est irréaliste, alors cette conversation s'arrête ici. » Le ton de Netanyahou se fit glacial. « Vous prenez un risque qui pourrait vous coûter votre carrière. » Lecornu répondit sans hésiter. « Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Bonne journée. » Le 3e appel fut plus inattendu. Tony Blair. « J'ai étudié votre proposition en détail, dit-il. Elle est remarquable. C'est exactement ce que le plan initial aurait dû être. » Lecornu le remercia brièvement. Blair ajouta, plus grave. « Mais soyez prêts. Netanyahou ne reculera pas facilement. Il utilisera toutes ses connexions, toute son influence pour faire échouer votre initiative. » Lecornu acquiesça. « Je m'en doute. Mais selon vous, avons-nous une réelle chance? » Tony Blair marqua une hésitation avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot. « Si tout s'aligne, le vote validé, une abstention réelle des États-Unis et une cohésion des pays arabes, alors oui. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une véritable ouverture. » Il marqua une pause, puis ajouta avec gravité. « Mais comprenez bien, Sébastien, si cela fonctionne, vous changerez de dimension politique. Et si cela échoue, vous serez balayé. Et Benjamin Netanyahou veillera personnellement à ce que cela arrive. Êtes-vous prêt à jouer cette carte? » Sébastien Lecornu ne répondit pas tout de suite. Son esprit revint en arrière. Ces 4 mois de tension, cette soirée du 29 septembre, cet appel décisif avec Donald Trump, et tous ces instants où le silence aurait été plus simple. Finalement, il parla. « J'ai 39 ans.
Si tout s'arrête demain, j'aurais déjà vécu plus que beaucoup en politique. Mais si je renonce aujourd'hui, par peur, je ne pourrai plus jamais me regarder en face. Alors oui, je suis prêt. Le 2 février 2026, à New York, à 10 heures précises, l'instant de vérité arriva. Au Conseil de sécurité, la résolution portant l'initiative Riyad-Paris fut présentée. Le représentant français livra une intervention intense, suivie de son homologue saoudien qui insista sur une paix authentique, pas une simple façade. Puis vint l'annonce américaine. Abstention. Un murmure parcourut la salle. L'ambassadeur israélien tenta une dernière objection, sans réel impact. Le vote fut lancé. Les voix s'enchaînèrent. Chine, Russie, France, Royaume-Uni et ainsi de suite. Jusqu'à 14 votes favorables, aucune opposition, une seule abstention, celle des États-Unis. La résolution était adoptée. À Matignon, où l'équipe suivait la retransmission en direct, le silence domina quelques secondes, presque irréel. Puis l'explosion de joie. Pourtant, le cornu resta immobile, comme absorbé par ce qui venait de se produire. 4 mois plus tôt, il posait des questions dérangeantes. Désormais, il venait de faire adopter une résolution susceptible de redessiner l'histoire. « Tu l'as fait !» lança Mathilde en l'enlaçant. Pierre, les yeux humides, murmura. Ce moment sera étudié pendant des générations. Mais le cornu, fidèle à lui-même, tempéra l'enthousiasme. Rien n'est terminé. Le plus simple vient de passer. Le vrai défi commence maintenant. Transformer cette décision en réalité. Les jours qui suivirent furent tout sauf calmes, une véritable onde de choc. Benjamin Netanyahou monta au créneau avec virulence, dénonçant une trahison de l'ONU et allant jusqu'à accuser la France d'arrière-pensée hostile. Dans la foulée, des réseaux pro-israéliens lancèrent des offensives médiatiques contre Sébastien Lecornu. Les menaces ne tardèrent pas à arriver. Sa sécurité fut renforcée, sa famille mise à l'abri. Mais pendant que la pression montait, un phénomène inverse prenait de l'ampleur. En France, le soutien populaire bondit de manière spectaculaire. En une semaine, son taux d'approbation passa de 34% à 61%. Partout en Europe, des rassemblements de soutien virent le jour. Peu à peu, le cornu devint une figure incarnant une certaine idée du courage politique. Et au Moyen-Orient, même au cœur de Gaza, des manifestations pour la paix apparurent. Malgré les ruines, des banderoles en français surgirent. « Merci la France, merci le cornu ». Le 10 février, à Paris, il reçut discrètement une délégation de familles endeuillées, palestiniennes et israéliennes. Pas de caméra, pas de discours public. Juste des visages, des histoires, des pertes. Une mère palestinienne qui avait perdu ses 3 enfants lui prit les mains. « Merci d'avoir essayé. » Un père israélien, marqué par la mort de son fils, ajouta. « Je ne partage pas tout, mais je respecte votre courage. » 3 heures d'échange. À la fin, le cornu avait les yeux embués. Puis, le 20 février, Benjamin Netanyahou surprit tout le monde. Dans une interview, il adoucit le ton. Cette initiative comporte des failles, mais elle mérite peut-être discussion. Certains points pourraient être négociés. Une première brèche. Dans les semaines suivantes, des discussions discrètes s'engagèrent. D'un côté, France, Arabie Saoudite, Égypte. De l'autre, Israël, États-Unis. Et le Hamas en arrière-plan via le Qatar. Le processus avançait lentement, entre obstacles et tensions, mais il avançait. Et c'était déjà une rupture avec la logique de guerre. Le 15 mars 2026, 6 mois jour pour jour après la prise de parole initiale de Lecornu, un accord préliminaire fut signé. Imparfait, incomplet, encore fragile, mais réel. Invité à la cérémonie, Lecornu refusa d'y assister. « Ce n'est pas mon accord, expliqua-t-il. C'est celui de tous ceux qui ont contribué. » Il suivit l'événement depuis Matignon. Lorsque les signatures furent apposées, Mathilde lui demanda doucement « Qu'est-ce que tu ressens ?» Il resta silencieux un moment avant de répondre simplement « Du soulagement. » Ni fierté, ni triomphe, seulement l'espoir que peut-être moins de vies seraient perdues. Cette nuit-là, dans le silence de son appartement,
Sébastien Lecornu reprit la lettre de Fatima, cette femme de Gaza qui avait tout perdu. Il relut chaque ligne lentement, comme pour y chercher une réponse qui n'existait pas. Était-elle encore en vie? Avait-elle entendu parler de ce qui s'était passé? Il ne le saurait sans doute jamais. Mais une certitude demeurait. Il n'avait pas trahi ce qu'il croyait juste. Il avait choisi la vérité, là où le mensonge aurait été plus simple. Il avait tenu bon quand céder aurait été plus confortable. Il avait accepté le risque quand se taire aurait été plus sûr. Et parfois, c'est tout ce qu'un dirigeant peut offrir. 3 mois plus tard, en juin 2026, à La Haye, il montait sur scène pour recevoir une distinction internationale saluant son courage diplomatique et son intégrité morale. Face au public, il résuma son parcours en quelques phrases. On me demande souvent comment j'ai osé m'opposer à Benjamin Netanyahou, remettre en question Donald Trump et mettre ma carrière en jeu. La vérité est simple. Ce n'était pas du courage. C'était juste un refus d'être lâche. Parce que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Ce soir du 29 septembre, j'aurais pu me taire. J'aurais pu préserver ma position. Mais j'aurais perdu quelque chose de bien plus essentiel. Il reprit avec une gravité tranquille. Il y a quelques mois, j'ai affirmé que Netanyahou avait su influencer Trump, mais qu'il ne pourrait pas en faire autant avec moi. Non pas parce que j'étais plus lucide, mais parce que je refusais d'accepter une illusion confortable au lieu d'une vérité dérangeante. Puis il élargit son propos. Voilà ce que j'aimerais que chacun retienne. Ne laissez jamais ceux qui détiennent le pouvoir poser les questions à votre place. Exigez des preuves, demandez des comptes, parce que la démocratie ne disparaît pas brusquement. Elle s'érode lentement. Chaque fois que nous tolérons un mensonge pour notre confort, chaque fois que nous choisissons le silence par peur. Il s'interrompit un instant, laissant le poids de ses mots s'installer. Cela fait 9 mois que j'exerce cette fonction. Dans quelques semaines, je pourrais ne plus l'occuper. La politique en France ne laisse jamais de certitude, ajouta-t-il avec un léger sourire qui fit réagir la salle. Mais peu importe la durée, ce qui compte, c'est ce que l'on fait du temps qu'on a. Si, ne serait-ce qu'un instant, j'ai pu faire bouger les choses, dire ce qui devait être dit, tenir tête à ceux qui imposent leur puissance, alors cela aura eu un sens. Et si quelque part quelqu'un se dit en regardant cela, « Moi aussi je peux agir ainsi », alors tout cela n'aura pas été vain. Au fond, ce n'est pas la durée qui compte, conclut Sébastien Lecornu. Ce qui restera, c'est l'usage que nous aurons fait du pouvoir qui nous a été confié. Et j'espère qu'au moment venu, je pourrai dire sans détour, « J'ai agi selon ma conscience, peu importe le prix. » La salle se leva d'un seul mouvement, applaudissant longuement. Pourtant, lui ne savourait pas. Son esprit était ailleurs, tourné vers Gaza, vers Fatima, vers ses familles marquées par la perte, pendant que les dirigeants jouaient leur part.